Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va discuter d'une stratégie aussi basique que répandue, qui consiste à dire que pour gagner en bourse, il suffit d'acheter peu cher et de vendre cher. Acheter quand les cours sont en baisse et vendre quand les cours sont au plus haut. Évidemment, c'est élémentaire. Si on était capable de faire ça, on n'aurait jamais de pertes et beaucoup plus de gains que le marché en moyenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une stratégie totalement illusoire et malgré que on sache que cette stratégie est illusoire, on est bien nombreux à garder des biais cognitifs qui nous poussent à agir d'une certaine manière. C'est notamment, et peut-être votre cas, si vous détenez une certaine somme de cash et que vous dédiez cette somme de cash à ce qu'on appelle de la réactivité. On entend souvent des personnes discutant sur les questions financières dire voilà, j'ai besoin d'une somme de cash pour pouvoir saisir les opportunités. Alors, il ne faut pas confondre ça avec le matelas de sécurité financier qui est totalement différent. Avoir 3 à 6 mois de revenus de côté de manière liquide pour pouvoir réparer sa voiture, pour pouvoir payer son loyer en cas de licenciement, pour pouvoir réagir finalement aux problèmes de la vie, ça c'est une chose. Par contre, garder du cash dans l'optique de saisir une opportunité, ça c'est une autre stratégie. L'idée, elle est simple, effectivement. C'est de dire que si j'investis la totalité de mon capital, moins la réserve de sécurité, eh bien, le jour où le prochain crash va arriver, eh bien, j'aurai pas du tout de liquidité pour acheter des actions au rabais, comme on appelle finalement les soldes concernant la bourse. Donc ce raisonnement, il fait sens, il est logique. Cognitivement parlant, on se dit bah oui, je vais garder de l'argent et comme ça, quand ça baissera, eh bien je vais être en mesure d'acheter pour moins cher et du coup d'augmenter ma rentabilité. Néanmoins, ce raisonnement, euh, il a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est pas tant un argument rationnel, mais c'est un argument empirique. Euh, et pour moi, c'est un des arguments les plus forts, c'est-à-dire que quand bien même il n'y aurait pas les arguments suivants, qui sont des arguments rationnels et qui expliquent pourquoi cette stratégie est une mauvaise stratégie, eh bien, je ne l'appliquerai tout de même pas, juste avec cet argument empirique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette stratégie, elle fonctionnait d'une manière ou d'une autre, eh bien, euh, les personnes en charge du management de l'argent, c'est-à-dire les hedge funds notamment, l'utiliseraient de manière extrêmement efficace et répandue, de manière à augmenter la rentabilité qu'ils peuvent avoir et du coup battre le marché. Or, si vous connaissez les études qui ont été menées à ce sujet, aucun investisseur institutionnel sur le long terme n'est capable de battre le marché de manière consistante pendant plusieurs décennies. Ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est le premier argument, c'est de faire preuve d'humilité. C'est pas tant un argument, voilà, encore une fois, rationnel et scientifique, mais c'est de dire si des gens qui sont payés 15 000 euros par mois, 100 000 euros par an, même beaucoup plus, pour gérer l'argent des gens, ne sont pas capables de faire mieux que le marché, alors pourquoi moi, juste en me disant, bon bah là, je vais attendre que ça baisse pour acheter et je vais pouvoir faire mieux que le marché, si c'était si simple que ça, ils le feraient. Et en l'occurrence, soit ils ne le font pas, soit ils le font, mais les résultats sont inférieurs. Donc ça, c'est le premier argument. Il y a un second argument, c'est que pour beaucoup, quand on réfléchit à une stratégie de ce type-là, on réfléchit de manière mécanique. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, quand il y aura un drop de 30%, eh bien je vais acheter des actions. Sauf qu'il y a un écart absolument drastique entre une stratégie mécanique et vos investissements réels qui sont dictés par vos émotions. Euh, on aime tous croire qu'on est très intelligent ou tout du moins très rationnel et qu'on est capable de suivre un plan
sans se laisser influencer par nos émotions et nos biais cognitifs. Cependant, si vous avez connu les dernières crises actuelles, je vous demande de vous rappeler de l'état émotionnel dans lequel vous étiez pendant la crise de 2008, pendant la crise du Covid. Il faut bien se rappeler qu'à ces moments-là, euh, il ne s'agit pas seulement de voir la bourse baisser de 30% en quelques jours. Il s'agit à chaque fois, et c'est bien euh, la caractéristique d'une crise, c'est que on est toujours face à un élément d'incertitude tellement important que tout le monde se demande, est-ce que c'est pas la fin? Est-ce que c'est pas la fin du système qu'on connaît? Est-ce que la bourse telle qu'on la connaît ne vit pas ces derniers jours, là, maintenant, tout de suite? Les gens ne vendent pas parce qu'ils se disent oh, j'ai perdu 30, j'ai peur de perdre 40. Ils vendent parce qu'ils se disent c'est fini. De toute manière, il y aura pas d'après. Et cette peur, bien que a posteriori elle paraît irrationnelle, au moment où on la vit, au moment où on écoute les informations et on a l'impression qu'il y a un virus qui est en train de se propager dans le monde entier, qui va bloquer les frontières, fermer les usines, les gens n'ont plus le droit de sortir de chez eux, à ce moment-là, on a tous des scénarios à la Mad Max dans notre esprit et on se dit mais dans ce monde-là, la bourse, ça ne vaut plus rien. Si clairement, dans le monde que l'on imagine lorsque l'on écoute les informations à ce moment-là, il est légitime de juste cut your loss, prendre effectivement peu importe des moins-values à 30%, et bon, vivre avec ça. Le fait est que c'était une erreur. On croyait que c'était la fin, c'était pas la fin. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup plus difficile de dire bon bah moi je vais acheter quand le marché fera moins 30%. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que souvent il y a une histoire, il y a une condition, il y a un état du monde qui est particulièrement incertain. Et la prochaine crise, eh bien peut-être qu'elle arrivera, je ne sais pas, pendant un été où, à cause du réchauffement climatique, il fera 50 degrés partout, et tout le monde se dira mais c'est fini en fait, c'est-à-dire que notre civilisation n'a plus de sens. Ou peut-être qu'il y aura je ne sais pas quel virus, je ne sais pas quel conflit armé entre la Chine et les États-Unis, et les gens se diront mais c'est fini, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc si vous êtes persuadé que c'est la Troisième Guerre mondiale, vous n'êtes pas en train de vous dire bon bah génial, je vais acheter des actions, comme ça va remonter dans 10 ans. Non. Vous êtes sur un schéma de pensée qui est beaucoup plus court-termiste et qui est beaucoup plus impacté par les émotions. Donc ça c'est important de ne pas surestimer sa capacité à agir de manière mécanique alors qu'on reste des êtres émotionnels. Au-delà de ces deux facteurs, il y a des facteurs qui sont purement financiers, qui démontrent que l'investissement selon une stratégie de ce qu'on appelle buy the dip, c'est-à-dire acheter en bas, est moins rentable qu'une stratégie lump sum, c'est-à-dire investir maintenant, investir aujourd'hui. Concrètement, il faut bien comprendre que les gens ont souvent peur de oui, mais les marchés sont à leur plus haut historique. Il faut comprendre que si on regarde mois par mois, il y a 25% des mois où on parle d'un mois au plus haut historique. Parce qu'en fait, vu qu'on est sur une évolution qui est nécessairement croissante, en fait, ce qu'on appelle le plus haut historique, donc on se dit waouh, le plus haut historique, ça doit être tellement rare. En fait, c'est pas rare du tout. Le plus haut historique, c'est même quasiment une norme. C'est voilà, c'est un quart du temps où on est au plus haut historique. Donc ça n'a absolument rien d'extraordinaire. C'est pas du tout une bonne justification. Et il y a une autre étude qui est extrêmement intéressante qui étudie euh, plein de simulations selon des données historiques, qui prend des simulations et elle dit bon bah voilà, ça c'est un mois qui était le plus haut historique, donc un all-time high, donc typiquement un petit peu comme aujourd'hui, et qui regarde dans combien de pourcentage des cas il y a eu une baisse supérieure à 10% dans l'année qui suivait ce mois. Donc on regarde un point où on sait que c'est le plus haut historique et on se dit dans combien de pourcentage des cas ça va perdre au moins 10%. Parce que c'est l'idée, c'est de se dire all time high, on est forcément trop haut, ça va beaucoup baisser, il va y avoir une correction. La réalité, c'est que c'est seulement dans 3% des mois qui sont les plus hauts historiques qu'on voit se matérialiser une baisse de 10% ou plus dans l'année qui suit. Ça veut dire que dans 97% des cas, soit on a une baisse entre 0 et 10%, soit on a une augmentation qui continue. Donc,
euh, l'argument qui dit que parce que c'est au plus haut historique, ça ne peut que baisser, est évidemment un très mauvais argument. Et quand l'on regarde et qu'on fait des simulations sur des dizaines et des dizaines de périodes historiques, eh bien on se rend compte que l'investisseur a une espérance, c'est-à-dire un gain moyen plus important, s'il investit maintenant, peu importe si c'est le plus haut historique, plutôt qu'en disant je mène une stratégie de dès qu'on va perdre 10%, je vais investir, dès qu'on va perdre 20%, je vais investir. Euh, et vous pouvez vous dire, oui, mais moi, j'attends vraiment la prochaine crise. En fait, les simulations, elles sont claires. Euh, si vous décidez d'attendre moins 5% puis d'investir, vous allez perdre un peu. Si vous décidez d'attendre moins 10% puis investir, vous allez perdre beaucoup. Si vous décidez d'attendre moins 30% puis investir, vous allez perdre encore plus. C'est vraiment proportionnel. Et pourquoi? C'est assez simple. Pourquoi ces stratégies, elles perdent? Elles perdent parce que dans le laps de temps étudié, il y a un temps où votre capital va rester bloqué en cash, c'est-à-dire qu'il va rester bloqué en liquidité. C'est ce que je disais au début, c'est la stratégie de je garde du cash pour pouvoir réagir, pour pouvoir saisir les opportunités. Et le cash, c'est globalement un des pires investissements, puisqu'on est évidemment sur du 0% si on ignore les conversions de devises et que l'on ignore aussi l'inflation. Donc c'est vraiment le pire investissement que vous puissiez faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous attendez une grosse correction, plus vous allez attendre longtemps. Et donc, plus pendant une période de temps donnée, vous aurez une portion de temps importante avec le pire investissement que vous puissiez faire, c'est-à-dire du cash. Et ça, c'est la raison qui explique que cette stratégie de buy the dip, acheter au cours le plus bas, elle ne fonctionne pas d'un point de vue financier. C'est vraiment le coût d'opportunité. C'est quelque chose qui est difficile à calculer mentalement parce que c'est assez contre-intuitif, mais les études sont vraiment formelles et ces études combinées aux deux arguments précédents devraient vous pousser euh, à ne pas patienter, à ne pas attendre demain pour investir, à ne pas attendre le mois prochain, à ne pas garder 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros en espèces à côté de votre portefeuille en vous disant je vais saisir l'opportunité quand elle va arriver. C'est vraiment une mauvaise manière d'agir. Et d'ailleurs, les économistes qui travaillent sur ce sujet ont une phrase assez intéressante, c'est de dire que si, en fait, souvent cette stratégie, elle cache une peur de l'investisseur qui n'a pas été capable de mener un plan d'investissement qui est en corrélation avec sa tolérance au risque. C'est-à-dire qu'en fait, on a surestimé notre tolérance au risque. Donc on a dit par exemple, bon bah voilà, je veux un portefeuille 100% action parce que c'est le plus rentable. Mais au fond de nous, on n'est pas à l'aise avec cette stratégie. Et donc en fait, on va finalement masquer cette peur en se disant, bon bah ok, je fais la stratégie, mais j'achète que quand c'est la bonne opportunité. Et donc au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on n'investit pas. Donc c'est pire. Et donc dans ce cas-là, en fait, si vous êtes confronté vraiment à ce dilemme intérieur et que vous vous demandez, mais j'ai vraiment pas envie d'investir maintenant, j'ai l'impression que c'est trop haut, et bien c'est sans doute un signe que votre allocation, c'est-à-dire le type d'investissement que vous faites et le niveau de risque que vous prenez, eh bien il ne correspond pas à votre tolérance au risque. Donc c'est sans doute une alerte qui doit vous faire redéfinir votre stratégie. Peut-être que votre stratégie, ça doit être du 50-50, du 50 obligations, 50 actions, et peut-être que là, vous serez plus à l'aise pour investir maintenant. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire du 50-50 obligation-action plutôt que de dire oui, moi je fais du 100% action, mais en fait je fais rien du tout parce que j'attends la prochaine crise. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, Attendre pour acheter pendant le prochain crash, c'est une mauvaise stratégie financière. Et la stratégie financière optimale, c'est d'investir hier. Or, vous ne pouvez pas, donc c'est d'investir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.